Bien écoutez, bonsoir à tous et à toutes. Nous sommes déjà nombreux. Donc ce soir, François-Marie va nous parler des essais nucléaires français dans le Pacifique. Et on va essayer d'évaluer ensemble les conséquences sanitaires de ces essais nucléaires. Très rapidement. François-Marie, je pense que tout le monde le connaît, chercheur physicien, climatologue donc, hein, contribue à l'écriture de chapitres dans le cinquième rapport du GIEC, et il a présidé la FIS dès 2020, et il en est actuellement un des porte-parole. C'est donc l'avant-dernier président de la FIS. Il a tenu quelques cours, 8 je crois, au Collège de France tout à fait récemment, qui sont accessibles gratuitement, en particulier en podcast ou en captation vidéo. Je vous ai mis un lien et un QR code. Je vous laisse afficher quelques secondes pour que vous puissiez le flasher éventuellement. C'est absolument passionnant. On parle de changement climatique et en particulier, on évalue et on passe en revue les connaissances solides que l'on a à ce propos. C'est très remarquable. Petit rappel historique. Certains doivent se souvenir de ça. De 66 à 74, la France a réalisé des essais nucléaires dans le Pacifique, dans les atolls de Mururoa et de Fangatofa. 46 essais nucléaires atmosphériques, dont 41 ont entraîné une explosion avec réaction de fission. Puis de 75 à 96, 147 essais souterrains, qui prennent fin avec l'essai Xoutos le 27 janvier 96 à Fangatofa. Évidemment, ces essais nucléaires ont amené de grands débats qui continuent à exister dans la sphère publique. D'abord, débat sur l'évaluation des doses reçues par les militaires et surtout les populations locales, que ce soit en termes d'irradiation ou de contamination. On va y revenir dans l'exposé. Et les répercussions de l'exposition à cette radioactivité sur la santé. Sujet très controversé qui amène encore actuellement de nombreuses actions. François-Marie, donc, après avoir brièvement résumé les connaissances existantes, reviendra sur les faits établis, les faits solides, et s'engagera dans une démonstration remarquable de pensée critique. C'est l'objet de la FIS et il va le faire remarquablement, vous allez voir. Écoutez, belle soirée à tous. Je vais passer la parole à François-Marie. Bonsoir à tous. Très content d'être ici et merci à toute l'équipe des webinaires, hein. C'est vraiment quelque chose qui est remarquable pour l'action de la FIS. Je suis très heureux ce soir d'apporter ma petite contribution. Comme ça a été dit par Jacques, moi à la base, je suis physicien et climatologue, ce qui du coup ne me donne absolument aucune légitimité pour parler des faits sanitaires des essais nucléaires. Donc en fait, je le fais, là, c'est un exercice de pensée critique. En fait, c'est un sujet qui m'intéresse depuis pas mal d'années. Ça m'intéresse depuis pas mal d'années parce que depuis très longtemps, j'ai vu qu'il y avait des absurdités qui étaient racontées sur le nucléaire civil d'abord. Donc je m'y suis beaucoup intéressé, et puis nucléaire ensuite. Et donc ça m'a conduit à lire un grand nombre de documents, en fait, et m'apercevoir que ce qui est de raconter dans ces documents un peu officiels, un peu scientifiques, eh ben, c'est très différent de l'image qu'on peut avoir dans le public ou des choses qui peuvent être racontées dans les médias grand public. Donc en fait, ce que je fais là, ce que je vais vous faire, ce que je vais vous expliquer, c'est un exercice d'esprit critique, mais ce n'est pas un exposé qui est fait par le spécialiste absolu du sujet. Je reconnais que je n'ai pas une légitimité professionnelle sur ce sujet. Ceci dit, cette présentation ou l'article que j'ai déjà écrit dans SPS, je l'ai fait valider par des gens qui, pour le coup, sont vraiment des spécialistes du sujet, hein, des médecins, en gros, en particulier des médecins nucléaires. Et donc, je pense ne pas raconter de trop grosses bêtises. Alors, on va commencer. Donc, en fait, est-ce que ces essais nucléaires français qui ont eu lieu dans le Pacifique, est-ce que c'est une catastrophe sanitaire? En fait, quand on lit les titres des journaux et puis même les différents articles, en fait, on pourrait penser. Alors, ici, là, je vous ai donné trois exemples de titres que j'ai trouvés dans les médias grand public. En fait, il y a déjà, par exemple, d'après le CIVEL, je reviendrai tout à l'heure à ce que c'est exactement le CIVEL, mais c'est le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires. Il y a déjà plusieurs centaines de personnes qui ont été indemnisées pour des cancers qui sont en lien avec des essais nucléaires. Donc déjà, plusieurs centaines, c'est beaucoup.
Et en fait, quand on regarde là aussi d'autres titres, on voit bien, c'est le deuxième, essai nucléaire, des milliers de nouvelles victimes potentielles en Polynésie. Donc, il y a un certain nombre de gens qui affirment que ces centaines de personnes qui ont déjà indemnisé, ce n'est que la partie immergée de l'iceberg et qu'en fait, ça se compte, ces victimes se comptent par milliers. Et d'ailleurs, il y a eu une plainte contre la France pour crime contre l'humanité de fait de ces essais nucléaires. Donc quand on voit ça, quand on voit un petit peu ces titres dans les médias grand public, on peut penser qu'il eu vraiment énormément de victimes civiles hein, du fait de ces essais dans le Pacifique. Et d'ailleurs, je me suis amusé là en voyant en 2021, en fait, le président Emmanuel Macron était allé en Polynésie et donc le sujet de ces victimes potentielles était revenu un petit peu à ce moment-là. Et puis donc là, je vous montre un tweet de Julien Bayou, hein, qui avait une position importante à ELV à l'époque. Et donc, lui, il dit, mais le sujet, ce sont les 193 essais nucléaires et la kyrielle de cancer. Donc, en fait, aujourd'hui, je vais essayer de savoir c'est combien une kyrielle, d'accord? Parce que c'est pas forcément clair. Alors, d'abord, pour commencer, je fais quelques rappels sur la radioactivité. J'ai quatre transparents là-dessus avant de rentrer vraiment dans le sujet. Donc, en fait, il y a de la radioactivité quand il y a le changement dans le noyau des atomes. Il y a un peu trois types, en fait, de radioactivité. Alpha, quand c'est une radioactivité alpha, c'est que un noyau d'un atome va éjecter deux protons et deux neutrons. Hein, c'est justement ce qu'on appelle une particule alpha. Ensuite, il y a d'autres cas où le proton va éjecter le noyau va éjecter soit un électron, soit un positron. Donc, c'est l'équivalent c'est un anti-électron, si vous voulez, de charge positive. Et puis, donc ça, c'est de la radioactivité bêta. Et puis enfin, le noyau peut émettre du rayonnement. Hein. Le rayonnement, c'est un rayonnement électromagnétique, simplement. Donc, c'est un photon qui est très énergétique. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle le rayonnement gamma. Alors, l'activité nucléaire, hein, ça se quantifie en becquerel. Un becquerel, ça veut dire qu'il y a une désintegration par seconde. Donc, on va parler de becquerel par litre ou de becquerel par kilo ou de becquerel par mètre carré lorsque c'est de la radioactivité qui s'est déposée au sol. Et le becquerel, il faut savoir que c'est une toute petite unité. Et donc, par exemple, dans votre corps, vous avez, enfin, chacun d'entre nous a typiquement 8000 désintégrations par seconde, essentiellement parce que dans notre corps, on a du potassium, et il y a un des isotopes du potassium, le potassium 40, qui est radioactif, et de même, dans notre corps, il y a du carbone, et un des isotopes du carbone, c'est le carbone 14, qui lui aussi est radioactif. Donc ces deux éléments vont se désintégrer avec une demi-vie qui est assez longue, hein, qui est de plusieurs milliers d'années, mais en se désintégrant, elle va émettre de la radioactivité bêta. Donc voilà, donc, dans le corps humain, 8000 becquerels. L'autre chose qu'il faut savoir sur la radioactivité, c'est que en fait, leur pouvoir de pénétration est très différent. Par exemple, le rayonnement alpha, la radioactivité alpha, est arrêtée par une feuille de papier, alors que le rayonnement bêta est un peu plus pénétrant et le rayonnement gamma est beaucoup plus pénétrant. Donc, typiquement, la radioactivité alpha, en fait, tant qu'elle reste à l'extérieur de votre corps, elle va faire très peu de dégâts, hein, parce qu'elle va être arrêtée par l'air ou par la surface de la peau. Par contre, si vous absorbez un émetteur alpha, là pour le coup, parce que les émissions alpha sont très énergétiques, ça va avoir une très grande des dégâts importants sur vos cellules. Donc, typiquement, on va avoir vraiment des impacts sur la santé qui sont très différents suivant le type de rayonnement. Et l'autre chose qu'il faut bien comprendre, c'est la différence entre l'irradiation et la contamination. Jacques l'a mentionné un peu tout à l'heure. En fait, lorsqu'on est exposé à une radioactivité qui est extérieure à notre corps, on va parler d'irradiation. Et par contre, si on a absorbé un élément radioactif, soit en le mangeant, soit en le respirant, et que donc cette radioactivité est déposée à l'intérieur de notre corps, on va parler de contamination. Et donc, comme je disais il y a un instant, le rayonnement alpha,
est peu pénétrant, il est inoffensif pour l'irradiation, et par contre, il est extrêmement dangereux pour la contamination. Et l'irradiation, elle, se fait essentiellement à travers le rayonnement gamma tout à l'heure. Alors, en fait, pour quantifier un petit peu l'impact de la radioactivité sur notre corps, en fait, au premier ordre, seulement au premier ordre, ce qui nous intéresse, ce qu'on regarde, c'est la quantité d'énergie qui est déposée par cette radiation. Et donc, il y a une unité physique qui s'appelle le Gray. Et le Gray, ça veut dire qu'il y a un joule. Le joule, c'est une unité d'énergie, un joule déposé par kilo. Voilà. Donc ça, c'est l'énergie. Donc tout à l'heure, le Becquerel, c'est l'énergie, ça quantifie l'activité radioactive. Et le Gray, ça va quantifier la quantité d'énergie qui est déposée sur le corps humain. Alors, ce qu'on sait un petit peu sur les impacts de la radioactivité sur la santé, une grosse partie, en fait, ça vient des bombardements d'Hiroshima et Nagasaki. En fait, très peu de temps après les bombardements, en fait, le Japon a capitulé. Et puis, il y a des médecins qui sont allés dans les villes. Et puis, on est allé regarder ce qui s'est passé. D'abord, on a vu qu'il y avait énormément de gens qui étaient morts, bon, d'abord par le souffle et par la chaleur. Ensuite, très rapidement, il y a un grand nombre de gens qui sont morts parce qu'ils avaient reçu une dose absolument énorme de radioactivité. Donc, typiquement, ils avaient reçu plus de degrés. Au-delà de degrés, il y a vraiment une grosse partie, il y a plus de la moitié des gens qui vont mourir. Et puis, au-delà de 5 degrés, absolument tout le monde va mourir. Donc du coup, tout de suite, en fait, à Hiroshima et Nagasaki, il y a un certain nombre de gens qui sont morts très rapidement du fait de cette radioactivité extrêmement importante qu'ils avaient reçue. Mais il y a aussi des gens qui étaient plus loin de l'épicentre et donc qui ont reçu une radioactivité plus ou moins grande. Et donc, on s'est aperçu, en les suivant au cours du temps, que ces personnes-là développaient des cancers de manière plus fréquente que le reste de la population. Vous savez que le cancer, c'est quelque chose qui se développe de manière naturelle, malheureusement. On y est tous plus ou moins affectés. En tout cas, autour de nous, on connaît tous des gens qui ont été touchés par le cancer sans qu'ils aient reçu particulièrement de la radioactivité. Mais si on subit justement, si on reçoit de la radioactivité, la fréquence des cancers, la probabilité d'avoir un cancer augmente. Bon, ça, c'est quelque chose que la plupart des gens connaissent, mais peut-être une mauvaise conception. Enfin, je me suis aperçu qu'il y a beaucoup de gens qui s'imaginent qu'à Hiroshima et Nagasaki, la moitié de la population est morte de cancer. Ça a été vraiment absolument considérable. Mais en fait, c'est pas tant le cas. Oui, il y a une augmentation de la fréquence des cancers, mais cette augmentation, elle n'est pas si grande que ça. Et d'ailleurs, c'est ce qui vous est montré sur le graphe de droite. Vous voyez que en gros, les barres bleues, c'est le nombre de cancers auxquels on s'était attendu naturellement. Et puis, la barre blanche, c'est ce qu'on a observé en vrai. Donc, vous voyez qu'il y a quelques cancers supplémentaires, mais enfin, il n'y a pas un doublement. Il n'y a pas un doublement de ce nombre de cancers. On va augmenter de quelques pourcents à quelques dizaines de pourcents. Alors, en fait, de combien ça augmente, ça dépend bien évidemment de la dose reçue. C'est comme d'habitude, comme sur plein d'autres choses. En fait, l'impact, il dépend de la dose. Et c'est ce qui est montré sur la figure qui est montrée en bas à gauche. Donc, on voit bien que la dose augmente avec l'impact. Donc, c'est l'excès de cancer augmente qui est avec la dose reçue. Maintenant, quelle est la règle exactement? Est-ce que ça augmente linéairement avec la dose? Est-ce que c'est une augmentation quadratique? C'est pas encore complètement clair. Et donc, il y a plusieurs hypothèses sur la relation entre la dose et l'effet. On sait que, a priori, ça a tendance à augmenter, mais c'est pas si clair que ça. Bon, alors, le problème, c'est qu'à Hiroshima et Nagasaki, les doses qui ont été reçues étaient quand même extrêmement importantes. Elles ont été reçues enfin, une très grosse dose c'est une dose flash, en moins d'une seconde.
Et donc, ça permet pas forcément, c'est pas forcément comparable à ce que les gens vont recevoir aujourd'hui. Et donc, il y a d'autres cohortes. Il y a quand même eu énormément d'études qui ont été faites pour essayer de voir justement comment le corps humain réagissait à des doses plus faibles. Et en particulier, là, je vous montre un petit peu un résultat récent avec les travailleurs du nucléaire qui ont été suivis en France, aux États-Unis, en Grande-Bretagne pendant très longtemps. Et puis, ces travailleurs du nucléaire, généralement, on suivait de manière assez précise les doses qu'ils recevaient dans le cadre de leur activité. Et donc, on les a suivis et on a regardé là aussi comment la fréquence des cancers qu'ils ont subis augmente avec la dose qu'ils ont subie. Donc aujourd'hui, la connaissance scientifique d'aujourd'hui, sachant qu'une fois de plus que la connaissance scientifique, ça peut progresser, il n'y a pas encore de preuve qu'il y a un impact sanitaire pour les doses inférieures à 100 milligrammes. Il y a pas de preuve. Attends, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Hein. Simplement, puisque les effets sont de plus en plus faibles au fur et à mesure qu'on va vers les plus faibles doses, eh ben, mettre en évidence un effet qui est faible, ben, c'est de plus en plus difficile parce qu'il y a des facteurs confondants. Est-ce que les gens fument? Est-ce que les gens ne sont pas obèses? Est-ce qu'ils sont touchés par les pesticides? Les choses comme ça. Il y a tout un tas de facteurs confondants qui fait que ça devient difficile de mettre en évidence l'impact de la dose. Du coup, y a un certain nombre d'hypothèses sur la relation entre la dose de radioactivité reçue et l'impact sur la fréquence des cancers. Le plus simple, finalement, c'est de penser que l'impact, il est proportionnel à la dose. Hein, donc, en gros, que si la dose est 10 fois plus faible, eh ben, l'impact va être 10 fois plus faible. Il y a d'autres gens qui pensent que non, en fait, en dessous de 100 millisieverts, il ne se passe rien, parce qu'il y a des mécanismes de réparation dans le corps humain. Donc, jusqu'à 100 millisieverts, ces mécanismes de réparation, ils fonctionnent bien, et donc, il n'y a pas d'impact sur la santé. Et au-delà de 100 millisieverts, les mécanismes de réparation vont être dépassés, et c'est là qu'on voit apparaître des choses. Et puis, il y a même des gens qui pensent qu'il y a un effet d'hormèse, c'est-à-dire que quand vous avez quand vous subissez des petites doses de radiation, et ben justement, vous stimulez un peu ces mécanismes de respiration, et donc vous êtes plutôt en meilleure santé que si vous recevez pas de radiation du tout. Bon, personnellement, je ne crois pas tellement à cette hypothèse, mais enfin, il y a des gens qui y croient, et il y a eu des expériences qui semblaient montrer des effets comme ça. Bon, pour aujourd'hui, pour la radioprotection, c'est généralement la loi linéaire sans seuil qui est utilisée, c'est-à-dire qu'on suppose effectivement que l'impact sur la santé est proportionnel à la dose qui est reçue. Et donc, simplement c'est important d'avoir quand même quelques ordres de grandeur en tête. Donc, nous baignons tous dans de la radioactivité naturelle. Donc, en France, la dose moyenne qui est reçue par cette radioactivité naturelle, c'est 2,4 millisieverts par an. Maintenant, c'est très variable, hein, c'est-à-dire qu'il y a des régions de France qui sont plus radioactives que d'autres. Donc, il y a des endroits en France où la radioactivité naturelle, c'est seulement 1 millisievert. Typiquement, en région parisienne, c'est une zone sédimentaire, donc avec assez peu de radioactivité naturelle. Et puis, au contraire, si vous allez en Bretagne ou dans le Limousin, là pour le coup, la roche, vous avez beaucoup de roches granitiques qui est un peu plus radioactive. Donc, il y a des émanations de radon. Le radon est un gaz radioactif qui conduit à un impact de radioactivité naturelle qui est plus important. Et donc, on va avoir typiquement 4-5 millisieverts par an. Et il faut savoir que dans le monde, il y a des endroits qui sont là pour le coup vraiment très radioactifs naturellement et où la radioactivité naturelle va jusqu'à 30 millisieverts par an. Ensuite, il y a de la radioactivité artificielle, et donc typiquement, lorsque vous faites une radio de contrôle, hein, ça dépend si c'est un cliché mammographique ou un scanner de l'abdomen. Et donc, vous voyez, c'est ce qui est montré sur la figure de droite, hein, un cliché mammographique, c'est 0,1 millisieverts. Par contre, un scanner, ça peut monter jusqu'à 10 millisieverts. Donc, en fait, quand vous faites un scanner de ce type-là, vous prenez l'équivalent de 4 années de radioactivité naturelle, donc c'est pas rien.
Et donc en France, en fait, on a une réglementation. On dit que il ne faut pas que le public subisse une radioactivité artificielle qui soit trop importante. Et donc, bon, on pense que les examens médicaux, il y a vraiment une utilité par derrière, donc on accepte des doses plus importantes. Mais en dehors du médical, on dit qu'il ne faut pas que le public, du fait des centrales nucléaires, des choses comme ça, il ne faut pas que le public reçoive une radioactivité ajoutée supérieure à 1 millisievert par an. Par contre, pour les travailleurs, ça peut être supérieur à ça peut aller jusqu'à 20 millisieverts par an. Donc, quelqu'un qui travaille dans une centrale nucléaire, quelqu'un qui fait, un médecin qui fait de la radiographie, ou quelqu'un qui fait un pilote ou un steward qui va passer une partie significative de son temps à 10 km d'altitude où la radioactivité naturelle est plus importante, eh ben, on va accepter qu'il se prenne jusqu'à 20 millisieverts par an. Et donc, ensuite, quel est l'impact? Donc, aujourd'hui, les connaissances scientifiques actuelles disent que si on se prend 100 millisieverts, hein, donc vous voyez des doses quand même plus importantes que ce dont je parle, ça conduit à une augmentation de la probabilité d'avoir un cancer de 1%. C'est pas une augmentation de 1% par rapport à l'actuel, c'est 1% en absolu. C'est-à-dire que voilà, je me prends 5 millisieverts, et ben, j'ai 1% de chance d'avoir un cancer de ma vie. Enfin, 1% en plus de la probabilité naturelle. Et donc, si on fait l'hypothèse de la loi linéaire sans seuil, si je me prends 10 millisieverts, hein, donc typiquement l'ordre de grandeur pour un scanner abdominal, j'augmente la probabilité d'avoir un cancer de 1 pour 1000. Donc, c'est ça l'ordre de grandeur. Voilà. Donc j'ai terminé sur ces informations générales sur la radioactivité, mais qui, à mon avis, sont strictement nécessaires pour vraiment pouvoir comprendre la suite. Alors donc maintenant, on parle des essais nucléaires. Vous savez que la France a fait ses premiers essais nucléaires dans les années 60, enfin au tout début des années 60. Donc les premiers essais ont eu lieu en Algérie. Donc il y a eu des essais en Algérie qui étaient d'abord atmosphériques. Atmosphérique, ça veut dire qu'on fait exploser la bombe nucléaire dans l'atmosphère, généralement assez proche du sol. Donc soit posée au sol, soit posée sur une tour pas très haute, soit accrochée à un ballon qui permet de faire exploser le truc à 200 mètres de haut. Donc, en Algérie, la France a fait 4 essais nucléaires atmosphériques. Et puis, simplement, les essais atmosphériques, évidemment, ça disperse de la radioactivité dans l'atmosphère, avec potentiellement des gens qui se prennent de la radioactivité sous le vent de ces essais. Et donc, assez vite, on s'est aperçu que c'était bien de les faire plutôt en souterrain. Donc là, on creuse une galerie, on va mettre la bombe au bout de la galerie, on met tout un tas d'instruments de mesure pour bien comprendre ce qui se passe, on rebouche la galerie et on fait péter le truc. Et normalement, si c'est bien fait, la galerie va contenir pratiquement toute la radioactivité qui est déclenchée par la bombe. Il y a eu des cas où ça s'est mal passé, où il y a quelques fuites. Mais enfin, même quand il y a quelques fuites, la radioactivité qui part dans l'atmosphère est infiniment inférieure à ce qu'elle est lorsqu'on fait un tir atmosphérique. Bref, dans les années 60, il s'est passé des trucs quand même entre l'Algérie et la France, ça ne se passait pas très bien. Donc la France n'a pas pu continuer à faire ses essais en Algérie. Et donc la France a cherché un endroit où il pourrait faire ses essais, la suite de ses essais nucléaires. Et donc il a été décidé de le faire en Polynésie. Et donc les essais ont commencé en Polynésie à partir de l'année 1966. Et donc, il y a eu d'abord 46 essais atmosphériques, et puis ensuite, il y a eu, à partir de 1974, tous les essais ont été faits en souterrain, hein, donc la même chose. Donc, on creusait, là pour le coup, c'était un puits au milieu ou sur l'atoll de Mururoa ou Fangatofa, et puis on mettait le truc au fond, on bouchait, et puis on faisait péter le truc. Donc voilà un petit peu le truc, le timeline un peu de ces essais. Alors pourquoi est-ce qu'on l'a fait en Polynésie? C'est essentiellement parce que la Polynésie, c'est un immense territoire qui est très peu peuplé. Donc, comme je l'ai dit, les essais ont lieu sur les atolls de Mururoa et Fangatofa, vous voyez, qui sont en bas de ma figure, là, marqués en violet sur la carte.
Et en fait, Mururoa et Fangatofa, donc, c'était un territoire isolé dans le sens où il y avait seulement 2300 habitants à moins de 500 km. Donc, vous voyez que en métropole, enfin, si les essais avaient eu lieu en métropole, le nombre d'habitants à moins de 100 km aurait été infiniment plus important. Donc c'est ça, en fait, c'est cette faible densité de population qui a été le principal critère, en fait, pour aller faire les essais en Polynésie plutôt qu'en Corse, en Corse, par exemple. Donc voilà, 2300 habitants à moins de 500 km et 5000 à moins de 1000 km. Donc il y avait quand même deux îles, les deux îles habitées les plus proches, c'était Tureia et les îles Gambier, qui sont montrées sur ma carte, donc marquées en rouge. Donc vous voyez qu'il y avait Tureia était à 100 km de Mururoa, et puis les îles Gambier étaient typiquement à 300 km de Mururoa et Fangatopa. Alors Tureia, en fait, les premiers essais atmosphériques ont lieu alors qu'il y avait quelques centaines d'habitants ou une centaine d'habitants sur Tureia. À partir du moment où où la France a commencé à faire des essais de type mégatonique, donc avec la bombe H, donc beaucoup plus puissant, là, l'île de Tureia a été évacuée. Par contre, les îles Gambier n'ont jamais été évacuées. Et quand même, il faut bien savoir qu'en Polynésie, l'essentiel de la population, hein, donc typiquement 90% de la population, se trouve à Tahiti, et donc il y a plus de 1000 km en fait entre Mururoa et Tahiti. Donc une distance qui a priori était considérée comme sûre pour qu'il n'y ait pas d'impact à Tahiti des essais qui étaient faits à Mururoa ou au Gatofa. Alors, comme je l'ai vaguement mentionné tout à l'heure, seuls les essais atmosphériques entraînent une contamination significative de l'atmosphère. Et donc, en fait, on va s'intéresser uniquement à ce qui s'est passé entre 1966 et 1974, qui est la période pendant laquelle il y a eu des essais atmosphériques. Donc, on sait qu'il y a eu des essais, on sait que il y a eu une partie de la radioactivité qui a pu aller sur les atolls, hein, qui étaient voisins. Et il y a beaucoup de gens qui pensent en fait qu'aujourd'hui, il y a une très forte augmentation de la fréquence des cancers en Polynésie du fait de ces essais. Alors, c'est pourquoi le gouvernement français a demandé en 2020 en fait, à l'INSERM. L'INSERM, vous savez, c'est l'organisme qui est chargé des études de santé en France, de faire un rapport justement de qu'est-ce qu'on sait sur l'impact des essais nucléaires sur la santé. Donc, il y a un rapport que j'ai lu, hein, je vous donne le lien est donné en bas de mon transparent. Et donc, en gros, qu'est-ce que dit ce rapport? Il dit que les études montrent rien. Aujourd'hui, il y a plutôt moins de cancers, enfin, par rapport à la population, bien entendu, il y a plutôt moins de cancers en Polynésie qu'en métropole. Et puis, on ne voit pas vraiment de signes particuliers d'un impact de ces essais. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du tout d'impact, mais que les impacts sont suffisamment faibles pour ne pas être visible statistiquement. Hein, en gros, si y a typiquement 10 000 cancers en Polynésie, parce que normalement, enfin, parce que malheureusement, le cancer, c'est quelque chose de naturel, et ben, si vous en rajoutez 10, vous n'allez pas forcément réussir à le mettre en évidence, et même si on a 100 de plus, vous n'allez pas forcément réussir à le mettre en évidence, et 1000, peut-être même, ça serait pas forcément évident de mettre ça. Donc aujourd'hui, les études statistiques ne mettent pas en évidence un excès de cancer en Polynésie, mais j'insiste sur le fait que ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Maintenant, vous savez probablement qu'à Tchernobyl, en fait, ce qui s'est vraiment vu comme le nez au milieu de la figure, c'est une augmentation très forte des cancers de la thyroïde, beaucoup plus que tous les autres types de cancers. Et donc, c'est assez logique, en fait, quand on recherche un impact de la radioactivité sur les cancers, d'aller regarder spécifiquement, non pas l'ensemble des cancers, mais vraiment le cancer de la thyroïde. Et donc, il y a eu une étude récente, hein, quelque chose qui a été publié en 2021,
2023 qui regarde justement, qui fait une étude, ce qu'on appelle cas témoins. Donc là, ils sont allés chercher un grand nombre de gens qui avaient un cancer de la thyroïde en Polynésie. Ils ont constitué un groupe de gens à peu près comparable au type pour leur âge, pour la fréquence d'obésité, pour leurs habitudes alimentaires. Et puis, ils ont comparé ces gens-là. Est-ce que ces gens-là avaient été plus ou moins exposés aux retombées des essais nucléaires? Typiquement, est-ce qu'on regarde les gens dans les îles Tureia par rapport aux gens à Tahiti? Et en gros, on n'a rien vu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence notable sur leur exposition entre les gens qui ont eu un cancer de la thyroïde et les gens qui ont pas de cancer de la thyroïde. Et du coup, pour pas s'arrêter là, dans ce papier, en fait, il dit oui, mais bon, quand même, je sais que les gens, ils ont subi une certaine radioactivité. Je vais y revenir dans mes prochains transparents. Et donc, les études, la connaissance actuelle dit que pour tant de millisieverts, ça fait tant de cancers supplémentaires. Et donc, avec cette valeur, cette relation a priori, eh ben je calcule, enfin il a calculé, l'article calcule qu'il y a dû avoir 29 cancers de la thyroïde supplémentaires du fait de l'exposition à la retombée de ces essais nucléaires. Je rappelle que le cancer de la thyroïde, c'est quelque chose qui est très rarement mortel. Donc, il faut se faire retirer la thyroïde. C'est pas agréable. Il faut ensuite prendre des médicaments toute sa vie. C'est pas agréable non plus, mais c'est pas un cancer qui est mortel. Alors, on peut faire aussi des études épidémiologiques chez les militaires qui étaient là à l'époque et qui, pour le coup, les militaires ont été très bien suivis. C'est-à-dire qu'eux, ils portaient, contrairement aux populations, les militaires, ils portaient des dosimètres un peu en permanence. Ils avaient quelque chose sur eux qui mesurait la radioactivité à laquelle ils étaient impactés. Et donc, ensuite, ces militaires ont été suivis pendant les décennies suivantes. Et donc, on peut faire des études statistiques sur, est-ce qu'ils ont plus de cancer, moins de cancer, est-ce qu'ils ont plus de mortalité que les autres? Et donc là aussi, il y a un rapport qui a été publié par Santé publique France, qui a étudié d'une part la mortalité et puis d'autre part la morbidité. Donc la morbidité, c'est est-ce que les gens ont des maladies particulières, et puis la mortalité, est-ce que les gens meurent plus souvent? Et donc, en gros, pour ce qui est de ces études de cohorte, donc, pour ce qui est de la morbidité, il y a quelques maladies qui sont effectivement plus fréquentes chez les vétérans que dans la population générale. Il y a aussi beaucoup de maladies qui sont moins fréquentes chez les vétérans que dans la population générale. Mais en fait, il n'y a pas de différence entre les personnels qui avaient été exposés aux radiations et ceux qui étaient non exposés. Je parle bien parmi les militaires qui sont allés à Mururoa et Bangkatofa. On n'observe pas de différence sur la morbidité entre ceux qui ont été exposés à la radioactivité et ceux qui n'ont pas été exposés. Et puis pour ce qui est de la mortalité, donc la mortalité de ces gens-là était plus faible que celle de la population générale. Donc ça, c'est un effet bien connu, c'est l'effet du travailleur sain. En fait, les gens qu'on a envoyés sur place, c'était plutôt des gens qui étaient en bonne santé à la base, les militaires qui souvent prennent plutôt soin d'eux-mêmes plus que la population générale, qui font du sport, des choses comme ça, qui font un peu attention à ce qu'ils mangent. Et par conséquent, enfin, ça vient de là, c'est pas parce qu'ils ont été exposés à la radioactivité qu'ils sont en meilleure santé. Mais par contre, ce qui compte, c'est qu'il n'y a pas de, là aussi, pour ce qui est de la mortalité, il n'y a pas de différence significative entre les personnels qui ont été irradiés sur place et les personnels qui ont été non irradiés. Il y a, si on regarde type de cancer par type de cancer, là, il y a quelques différences qui ont été constatées avec des types de cancers qui sont plus fréquents et d'autres qui sont moins fréquents. Donc, globalement, il n'y a pas de différence significative chez les militaires sur ces études épidémiologiques. Alors maintenant, on va regarder un petit peu plus dans les détails ce que les doses que les gens se sont pris et essayer de voir, en fonction des doses qui se sont pris, combien de cancers supplémentaires on peut estimer. Alors, normalement, lorsqu'il y avait un essai atomique, ils essayaient de le faire un jour où le vent partait dans la bonne direction pour qu'il n'y ait pas de contamination sur les populations. En gros, il fallait que le vent aille en direction de l'océan
et de préférence pas en direction des îles Gambier et de Turia. Bon, mais quelquefois, les prévisions météorologiques, ça se passe pas bien et finalement, le panache s'est dirigé là où il n'était pas censé se diriger et donc il y a eu une contamination de ces populations. Et donc, voilà, il y a un rapport qui a été fait en 2006, un rapport extrêmement complet qui regarde essai par essai comment ça s'est passé et est-ce que les atolls ont été contaminés ou pas. Et donc, vous voyez que sur les 47 essais, je crois que c'est ça que j'ai dit tout à l'heure, eh ben, il y en a 5 ou 6 là, qui se sont mal passés. Ils sont arrivés en particulier sur les îles Gambier et Tsuruya. Je vous rappelle que c'était les îles qui étaient les plus proches. Mais aussi, et on y reviendra tout à l'heure, l'essai Centaure qui allait jusqu'à Tahiti. Je rappelle, un Tahiti qui était à plus de 1000 kilomètres. Mais le panache est vraiment parti dans la mauvaise direction et donc a atteint l'île de Tahiti. Alors, on peut faire des estimations justement des doses. Et donc, bon, pour estimer les doses reçues, il y a une partie qui est relativement facile, c'est l'irradiation, parce qu'il y avait justement des appareils qui permettaient de mesurer l'irradiation continue. Donc finalement, pour calculer à quelle dose d'irradiation les gens ont été contaminés, ont été exposés, c'est relativement facile. Bon, il y a quelques hypothèses sur quelle proportion du temps les gens passent à l'extérieur de chez eux et quelle proportion du temps ils sont à l'intérieur. Enfin, globalement, ça marche assez bien. Par contre, pour estimer quelle est la partie contamination, là, il y a beaucoup plus d'hypothèses, il y a beaucoup plus d'incertitudes parce que, typiquement, est-ce que les gens, ils mangeaient des fruits de mer? Est-ce qu'ils buvaient du lait? Est-ce que l'eau qu'ils buvaient, c'était de l'eau qui était collectée par des citernes simplement à partir de l'eau de pluie, ou c'était de l'eau qui était dans les rivières, ou c'était l'eau de la ville qui venait du sous-sol et donc qui subissait pas la même dose de radioactivité? Là, il y a beaucoup plus d'hypothèses et donc il y a les incertitudes sur l'exposition interne sont beaucoup plus grandes que les incertitudes sur l'exposition externe. Mais enfin, quand même, ça ne veut pas dire, même si les incertitudes sont importantes, eh ben, on peut quand même faire des choses. On peut aller interroger les gens justement à savoir comment ils vivaient, qu'est-ce qu'ils buvaient, qu'est-ce qu'ils mangeaient. Et donc, sur cette base, on peut faire des estimations sur les doses. Et donc, ça, le tableau qui est là, c'est un extrait du rapport. Donc, j'indique, c'est le chapitre 6, justement, qui fait ces calculs avec des méthodes qui sont classiques, même si, à nouveau, il y a des incertitudes importantes. Et donc, voilà un petit peu l'ordre de grandeur des doses. Et donc, ce qu'on trouve, c'est que donc, on va avoir quelques millisieverts qui ont été subis par les populations sur les îles Gambier et à l'est de Tahiti, et puis à l'ouest de Tahiti, moins de 1 millisievert. Alors pourquoi j'insiste sur Tahiti, c'est parce que à nouveau, c'est la plus grosse partie de la population et sur Tahiti. Du coup, quand on va vouloir calculer un nombre de cancers supplémentaires, évidemment, c'est là où il y a beaucoup de population qu'il y a de grandes incertitudes. Donc, c'est important de bien regarder un petit peu dans le détail de ce qui s'est passé à Tahiti. Et alors, à Tahiti, c'est un petit peu compliqué parce que c'est une île montagneuse. Et lorsqu'il y a eu le panache de l'essai Centaure qui arrivait dessus, il a beaucoup plu à l'est de l'île et très peu à l'ouest de l'île. Par chance, à l'est de l'île, la population est relativement faible et à l'ouest de l'île, la population est importante. Et donc, vous voyez qu'à nouveau, sur ce graphe, on voit quelques millisieverts à l'est de l'île, là où la population n'est pas très importante, et un peu moins de 1 millisievert sur la partie ouest de l'île. Alors, voilà, donc je rappelle, tout à l'heure, je vous ai montré un peu les ordres de grandeur. Donc, vous voyez que l'ordre de grandeur, on est en train de parler de 1 millisievert ou de quelques millisieverts. Je vous rappelle que la radioactivité naturelle en France, c'est 2,4 millisieverts par an. Donc, les gens se sont pris finalement l'équivalent de 1 ou quelques années de radioactivité naturelle ou métropole, ou l'équivalent d'un examen médical de type scanner
scanner ou mammographie. Alors, ceci dit, ça, c'est des estimations qui ont été faites par le CEA. Donc, il y a des gens qui disent, ah ben oui, mais évidemment, on peut pas leur faire confiance. Et en particulier, en 2021, il y a une étude qui est sortie par Disclose, enfin, une équipe qui a dit, mais non, en fait, on n'est pas d'accord avec les estimations du CEA. Nous, on trouve, avec nos hypothèses, on trouve des choses qui sont beaucoup plus importantes. Et donc, toujours par contre, ils étaient d'accord sur quels étaient les essais qui avaient été vraiment les plus contaminants. Et donc, sur le graphe qui est montré ici, je montre en noir les estimations du CEA et en rouge les estimations qui sont faites dans le cadre de cette autre étude. Et donc, vous voyez qu'effectivement, les chiffres en rouge sont plus importants que les chiffres en noir. Mais enfin, on est toujours dans l'ordre de grandeur. Ce sont quelques millisieverts. Bon, le CEA n'est pas d'accord avec ces chiffres. Il reste assis sur leurs précédentes estimations. Bon, moi, je suis persuadé qu'en particulier pour la contamination, savoir est-ce que les gens ont bu du lait, quel type d'eau ils ont bu, je suis persuadé qu'il y a des grandes incertitudes. Donc, les chiffres de Disclose, pour moi, ils ne sont pas plus faux que ceux du CEA. Mais ce qui est important, c'est vraiment de voir qu'on reste dans l'ordre de grandeur de quelques millisieverts sur les îles Gambier et sur Torreya, et puis autour de 1 millisievert en particulier sur la partie ouest de Tahiti, où il y a la plus grosse partie de la population. Vous voyez que c'est le chiffre, si vous voyez vers le bas du tableau, là, Pirae, Tahiti, c'est là où il y a la plus grosse partie de la population. Donc le CEA estimait que pour un adulte, il s'était pris une dose de 0,5 millisieverts, et puis en fait, avec Disclose, dit que non, c'est pratiquement 2 fois plus, à 0,93 millisieverts. Donc, alors maintenant, on peut faire notre calcul maintenant qu'on a ces chiffres-là. Donc, très grossièrement, et en admettant la validité de la loi linéaire sans seuil dont je vous ai parlé en introduction, hein, donc très très grossièrement, je veux dire qu'il y a 10 000 personnes qui ont été exposées à 5 millisieverts. 10 000 personnes, c'est les îles Gambier et puis c'est la partie est de Tahiti. Et puis il y a eu 100 000 personnes dans la partie ouest de Tahiti qui ont été exposées à 1 millisievert. Et donc avec ma loi linéaire sans seuil, eh ben, je trouve que les 10 000 personnes, ça conduit à 5 cancers supplémentaires. Et puis les 100 000 personnes, ça conduit à 10 cancers supplémentaires. Donc finalement, bon, là aussi, hein, c'est très grossier, donc peut-être que c'est plus que ça, mais l'ordre de grandeur, il est là. Donc en fait, il faut s'attendre à quelques dizaines de cancers au grand maximum. Alors, c'est un peu bizarre, si vous vous souvenez, au tout début de mon exposé, je vous ai dit qu'il y avait déjà plusieurs centaines de personnes qui avaient été indemnisées dans le cadre de la loi Morin. Donc l'État français reconnaît une certaine responsabilité à l'impact des essais nucléaires sur la santé des Polynésiens. Et en fait, on va dire qu'une personne est une victime de ces essais nucléaires si elle a un cancer à l'intérieur d'une longue liste. La liste, je vous l'ai montré sur la partie droite de mon graphe. Hein, donc, vous voyez que typiquement, si vous avez un cancer du rein ou si vous avez un cancer du poumon, eh ben, potentiellement, on va dire, bah ouais, vous avez un cancer du poumon, peut-être que c'est à cause des essais nucléaires. Et pour qu'on dise qu'effectivement, c'est du fait du essai nucléaire, il faut que vous ayez séjourné en Polynésie entre 1968 et 1998. Donc, vous voyez une plage assez large. Et puis, il faut que vous ayez une exposition estimée qui est au moins de 1 millisievert. Donc 1 millisievert, à nouveau, c'est vraiment pas grand-chose. Donc si vous avez été un fumeur, si vous avez fumé deux paquets de cigarettes par jour, mais que vous étiez sur les îles Gambier au mauvais moment et que vous êtes pris 1 millisievert et que vous avez développé un cancer du poumon, eh ben, on va dire, OK, votre cancer du poumon, il est dû aux essais nucléaires et donc vous allez être comptabilisé comme victime de ces essais nucléaires. Alors, donc, vous voyez qu'entre 2010 et 2022, donc, il y a eu 818 dossiers d'indemnisation qui ont été déposés. Et donc, il y en a 275 qui ont été acceptés, la majorité, en fait, depuis 2018, parce qu'avant 2018, il n'y avait pas cette règle de 1 millisievert. Et donc, à l'époque, on disait, bah, tiens, la probabilité que ce soit dû aux essais nucléaires est négligeable. Mais aujourd'hui, à partir du moment où vous êtes pris 1 millisievert, on dit, OK, c'est bon, votre cancer, il y a une présomption de responsabilité.
Donc, en fait, moi, une interprétation personnelle, en fait, hein, avec une exposition de 1 millisievert, de la probabilité que l'occurrence d'un cancer soit due à la radioactivité, elle est bien inférieure au pourcent. Et par conséquent, la grande majorité des personnes qui sont indemnisées ont un cancer qui sont sans lien avec leur exposition. Et en fait, simplement, l'État français a fait le choix d'indemniser largement pour ne pas risquer de rater un cas réel, ce qui est une posture qui est parfaitement acceptable. Simplement, il faut bien, à mon avis, il faut bien comprendre de qu'est-ce qui est par derrière. On choisit de ne pas prendre le risque de rater un cas réel et par conséquent, on va déclarer comme victime un très grand nombre de gens qui, en pratique, ne sont pas des victimes de ces essais nucléaires. Alors, le problème, c'est qu'il y a vraiment une manipulation de l'opinion qui est générale de la part de personnes qui, à la base, sont plutôt anti-nucléaires, et en particulier, justement, autour de l'étude Disclose dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, qui a fait une réévaluation des doses reçues par les gens. Donc Sébastien Philippe, qui est l'auteur de l'étude, il a toujours une manière de présenter les choses qui dit que à partir du moment où effectivement vous avez un cancer qui est dans la liste de potentiellement radioinduite, enfin il fait vraiment l'amalgame entre le potentiellement radioinduite et puis le radioinduit. Et donc, typiquement sur Twitter, il avait fait un thread dans lequel, enfin, donc, il y avait toute une série de tweets. Hein, je ne sais pas si vous connaissez toute la manière de faire sur Twitter, mais c'est une suite de petits textes. Il y avait un de ces textes qui était écrit là en haut à droite de ma figure. Donc, c'est écrit en anglais, donc je l'ai traduit en français. Hein. Donc, ils disent: nous estimons que le nombre total de cancers entre 1975 et 2020 d'un type qui est reconnu par la loi française comme d'origine radiologique parmi les 110 000 personnes qui vivaient dans les îles de la société, la majorité à Tahiti, est de l'ordre de 10 000. Donc, en fait, quand vous lisez ça, vous avez, enfin, moi je pense que la plupart des gens pensent que du coup, il y a 10 000 cancers qui sont liés aux essais nucléaires. Mais en fait, ça, simplement, il y a 10 000 cancers qui sont dans la liste officielle de ceux qui sont potentiellement radio-induits. Et c'est pas du tout la même chose. Et donc, j'avais fait un petit sondage sur Twitter, justement, pour savoir comment est-ce que vous comprenez la phrase. Et effectivement, la phrase, elle était extrêmement trompeur, puisque plus de la moitié des gens avaient compris qu'il y avait effectivement 10 000 cancers qui étaient liés à ces essais nucléaires, alors qu'en fait, c'est beaucoup, beaucoup moins. Simplement, il y a 10 000 cancers qui sont dans la liste des potentiellement radio-induits, mais dans ces potentiellement radio-induits, il y en a une minorité qui sont ça. Alors en fait, il y a cette désinformation, elle est générale. Hein. Typiquement, là, je vous donne deux reportages, enfin des documentaires qui sont passés à la télé l'année dernière. Dans le premier, voilà, il y avait le reportage mettait en avant une Polynésienne qui s'appelle Ina Cross, qui milite beaucoup au sujet de la contamination des essais nucléaires en Polynésie et qui demande une réparation de l'État français pour ces essais. En fait, elle-même en fait, est atteinte d'une leucémie. Et donc, dans le reportage, elle dit que sa leucémie est liée aux essais nucléaires et ce n'est absolument jamais remis en doute. Or, en fait, cette femme, elle est assez jeune, hein, elle a une trentaine d'années, donc elle est née bien après la fin des essais atmosphériques, et donc la probabilité que sa leucémie soit due aux essais nucléaires est quasiment nulle, quoi. Donc, en tout cas, sur la base de l'économie actuelle. Donc, dire ma leucémie, c'est les essais nucléaires, et que ce ne soit pas remis en cause, c'est vraiment à mon avis, scandaleux. Et puis de même, en fait, il y a un autre reportage là, qui s'appelle Les oubliés de l'atome, et Jean-Marc tout à l'heure m'a dit qu'il est passé à nouveau hier sur France 3. Et en fait, dans ce documentaire, on interroge les Polynésiens. Ils sont tous à dire qu'ils ont des cancers, qu'autour d'eux, il y a plein de cancers. On n'interroge pas les spécialistes de la question. On oublie de rappeler l'étude de l'INSERM qui dit qu'en Polynésie, il y a plutôt moins de cancers qu'en métropole. Et donc, il n'y a aucune mise en perspective. Donc, c'est assez scandaleux.
Je suis en train de m'apercevoir qu'il est assez tard, donc je ne vais pas vous parler de ça. C'était juste pour vous dire que, en fait, dans les années 60, il y avait eu énormément d'essais nucléaires c'est ce qui est montré ici, là, le timeline, vous voyez, en 1960, au tout début des années, enfin, dans les années 50 et au tout début des années 60, il y a eu énormément d'essais atmosphériques par les USA et, euh, et l'URSS et qui ont conduit à des retombées globales, y compris en France. Et en fait, les retombées en France, les doses que les populations françaises ont reçues sont un peu inférieures à celles qui ont été reçues à Tahiti, mais pas fondamentalement différentes. Ça se compte en quelques dizaines de millisieverts, donc c'est pas très différent de 1 millisievert. Ou alors on a reçu, enfin les personnes en métropole ont reçu 1 millisievert, mais intégré sur plusieurs années. Et puis juste pour dire qu'il y a une commission parlementaire en cours. Donc moi, j'écoute un peu les auditions de cette commission parlementaire justement sur les essais nucléaires, sur l'impact sur les populations. Et je suis vraiment atterré sur le fait tout le monde a l'air de penser que c'est évident qu'il y a plusieurs centaines ou plusieurs milliers de victimes. Il y a personne pour demander justement, mais au fait, finalement, avec les connaissances scientifiques actuelles, combien, a priori, on a de victimes. Et finalement, tous les débats portent sur le fait que est-ce qu'on peut montrer vraiment que les gens à Tahiti ils ont reçu moins de 1 millisievert, parce que finalement si on ne peut pas le montrer qu'ils ont reçu moins de 1 millisievert, et ben, finalement tout le monde pourrait être indemnisé. Enfin, s'ils ont toute personne qui a un cancer du poumon par exemple, même s'ils ont fumé toute leur vie, et ben, ils pourraient être indemnisés avec cette règle-là, alors qu'aujourd'hui, eh ben, les gens qui ont vécu plutôt à l'ouest de Tahiti, eh ben, puisqu'on estime qu'ils ont reçu moins de 1 millisievert, eh ben, ils ne peuvent pas avoir droit aux indemnisations. Voilà, donc ma conclusion, donc l'impact sanitaire des essais nucléaires en Polynésie est statistiquement invisible, hein. Les études épidémiologiques ne montrent rien. Et sur la base des reconstitutions des doses qui ont été subies par les populations, et avec notre connaissance actuelle sur les relations entre les doses et les impacts, on peut estimer quelques dizaines de cancers supplémentaires au maximum, alors que dans le même temps, il y aura plusieurs dizaines de milliers de cancers qui sont complètement naturels. Et j'insiste sur le fait que la grande majorité des personnes qui sont indemnisées dans le cadre de la loi Morin ont un cancer qui n'est pas lié à ces essais. On a choisi de faire ça pour être certain de parenté, de ne pas rater des cancers qui sont effectivement de nature radio-induite. Et vraiment, je suis désespéré de voir qu'il y a vraiment une désinformation sur ce sujet qui est flagrante et vraiment généralisée aussi bien dans les médias écrits que la télévision. Et donc, si voilà, c'est quelque chose, là, mon exposé d'aujourd'hui, j'avais fait un texte qui avait été publié dans le SPS, Sciences et Pseudosciences, numéro 342. Et donc, vous pouvez retrouver ce texte et je vous encourage à diffuser. Je vous rappelle que comme absolument tous les textes de sciences et pseudosciences, ils sont disponibles en ligne et donc vous pouvez y faire référence. Et je m'arrête là, je vous remercie. C'est moi qui te remercie. C'est nos 130 spectateurs qui étaient très attentifs qui, qui te remercient également. Voilà, je vous rappelle simplement que nous sommes une association de bénévoles, que nous existons simplement grâce à vos adhésions et grâce à l'achat en kiosque ou abonnement de notre magazine trimestriel Sciences et Pseudosciences, magazine absolument passionnant. Je vous rappelle, je vous l'ai déjà mis dans le chat, que c'est bien pour nous que vous répondiez à notre petit sondage. Ça nous aide beaucoup pour programmer en particulier les webinaires prochains. Et que dans 8 jours, là, on va avoir un rythme un petit peu plus soutenu. Dans 8 jours, nous parlerons avec le professeur Philippe Casassu, qui est là ce soir, je le salue, des transfusions sanguines. Quand faudra-t-il les prescrire? On s'intéressera à l'histoire et aussi ce qu'il faut craindre des transfusions. Là aussi, la désinformation va bon train. On entend un peu de tout et de rien, y compris la transmission des vaccins par le sang quelques années après, comme je viens de l'entendre il y a quelques jours. Des choses assez étonnantes. Je vois dans le chat, là, il y a quelques commentaires
quelques commentaires déjà intéressants, et en particulier, je vois que Catherine Hill, que je remercie comme d'habitude, parce qu'elle a toujours des commentaires très intéressants, elle rappelle que en fait, cette loi d'indemnisation de présomption de responsabilité, c'est pas propre ici, et il y a typiquement d'autres exemples, hein, aussi bien dans l'industrie. Elle donne l'exemple des mineurs. Donc, un mineur qui va développer un cancer du poumon, et on va considérer par défaut que sa maladie est liée à sa profession. Et donc, voilà. Donc merci à Catherine d'avoir dit ça. Non, je voulais dire que c'était essentiellement une décision sociopolitique avant d'être scientifique, en fait, hein. Tout à fait. Alors, donc, C'est tout à fait le problème. Qu'en est-il de la contamination maritime et de la chaîne alimentaire? Alors ça fait effectivement la contamination. Enfin, il y a effectivement eu des retombées dans l'océan, hein, forcément, il y a eu des retombées partout qui rentrent dans la chaîne alimentaire. Et en fait, c'était quelque chose qui était mesuré. Dans le cadre des essais nucléaires, il y avait quand même pas mal de mesures qui étaient faites dans l'environnement, dans les eaux, et y compris dans les organismes marins, et en particulier les organismes marins qui étaient consommés. Et donc, ils rentrent dans le calcul de la dose. Donc là aussi, avec des incertitudes, hein, parce qu'on ne sait pas exactement quelle quantité de fruits de mer ou d'organismes marins étaient mangés à l'époque. Mais en tout cas, dans le calcul d'estimation de la dose qui est faite, c'était pris en compte. Et y a-t-il des effets sur la reproduction et Donc, des maladies génétiques, par exemple? ouais, donc c'est les effets transgénérationnels. Donc en fait, donc c'est des choses qui sont souvent mis en avant. Et donc dans le deuxième reportage dont je parlais tout à l'heure, là, les oubliés de l'atome, on y fait beaucoup référence, hein. Justement, il y a tout un cas, on suit une pauvre enfant qui est atteinte d'une maladie génétique. Et bien évidemment, le reportage dit c'est à cause des essais nucléaires, sans se poser plus de questions. En fait, là aussi, l'INSERM, enfin le rapport de l'INSERM dit qu'on ne voit rien. Mais de toute façon, même à Tchernobyl et Nagasaki, où les doses ont été infiniment plus importantes, aucun effet transgénérationnel n'a été mis en évidence. Donc si à Hiroshima et à Nagasaki, on n'arrive pas à mettre en évidence des effets transgénérationnels, pour moi, il n'y a absolument aucune chance qu'on arrive à en voir dans le cadre de ces essais où les doses reçues ont été infiniment plus faibles. Est-ce qu'on a une idée des conséquences sur la faune? C'est pareil, c'est comme pour les humains, les doses reçues par la faune ne sont pas plus importantes que pour les humains. Bon, là, on ne fait pas d'études épidémiologiques, hein. On va pas comptabiliser les cancers chez les animaux qui sont sur place. Mais si les effets sont statistiquement invisibles chez les humains, pour moi, ils sont aussi statistiquement invisibles sur la faune. Alors, je dis ça, c'est juste un argument de bon sens. Je n'ai jamais vu d'études pour dire, bah, tiens, sur la faune, on a étudié l'impact sur la faune et on a trouvé ci et ça. Voilà. Donc, attention, hein, c'est que du bon sens, entre guillemets, que je vous dis. Alors, bien évidemment, ça, c'est les bons sens. Je parle des impacts sur la faune, sur les atolls distants. La faune sur Mururoa et Fangatofa a pris très très cher. Hein, c'est-à-dire que tout le lagon, simplement par effet de chaleur et de radioactivité très importante, évidemment, la faune sur Mururoa et Fangatofa, ça a été catastrophique. Et puis aussi, il y a une radiation plus importante là. Je parle des impacts sur la faune sur les atolls qui sont à plus de 200 km. Là, il y a une petite question qui est un petit peu en dehors peut-être du champ. Je vois qu'une partie des documents proviennent de l'IRSN. Que penser de la fusion-disparition de l'IRSN dans l'ASN? Alors effectivement, enfin, pour la connaissance de la radioactivité et de ses effets sur la santé, l'IRSN est l'organisme de référence. D'ailleurs, il y a plusieurs documents que j'ai récupérés là c'était plutôt dans ma partie introductive, hein, c'était ça. J'ai récupéré pas mal de documents. Là, ils viennent, en fait, je suis tombé aujourd'hui même sur une nouvelle présentation sur les radioactivités faites par l'IRSN qui est remarquablement bien faite. Alors maintenant, pour ce qui est de la fusion ASN-IRSN, en fait,
pour ce qui est, vous savez qu'il y a une partie de l'IRSN qui est allée vers l'ASN et puis il y a une partie qui est revenue vers le CEA. Et donc peut-être que sur les parties connaissances fondamentales sur la radioactivité, ils sont plutôt partis vers le CEA. Et donc pas directement vers l'ASN. Mais de toute façon, je ne vois pas pourquoi ce type de pédagogie, en fait, hein, parce que finalement, c'est surtout de la pédagogie. Ça fait aussi partie des missions de l'ASN de continuer à faire ce genre de choses. Donc, il faut voir l'expérience, mais il n'y aura pas forcément un impact très fort, quoi. Je lis une petite remarque de Catherine Hill. La contamination à Tahiti était surtout alimentaire et pas les salades et autres légumes feuillus, notamment une espèce d'épinard local qui s'appelle Fafa. À Les mon avis, poissons n'étaient pas une source de contamination. À mon avis, le pas devrait être le par. Et par les contaminés, ça a été surtout alimentaire et par les salades. Oui, par les salades, par les salades, tu as raison. Donc les poissons n'étaient pas une source de contamination. Donc Catherine, ça, c'est probablement vrai à Tahiti. Par contre, moi, ce dont je parlais tout à l'heure, c'était plutôt à Gambier et à Tureia, où les impacts ont quand même été plus forts. J'ai lu ça aussi, oui, absolument. J'ai lu la même chose que toi, François-Marie. Une dernière question, l'idée de procéder à autant d'indemnisation ne vient-elle pas d'une certaine culpabilité d'avoir fait des essais là-bas, nucléaires? C'est fort possible. C'est une interprétation donc je ne sais pas, à nouveau, mais ça me paraît crédible. Ça me paraît cohérent, je pense que... Oui. Mais et à nouveau, moi, ça me choque pas forcément, à condition que les choses soient claires. Et vraiment, en particulier lorsque j'écoute les auditions de la commission parlementaire en cours, c'est honteusement pas clair, quoi. C'est honteusement pas clair. C'est-à-dire que la statistique de ça n'est jamais faite et on ne rappelle jamais que lorsqu'une personne est indemnisée, c'est peut-être très bien qu'elle soit indemnisée, mais que très probablement son cancer n'est pas de nature radio-induite voilà, et que du coup on va indemniser des gens qui méritent bien. Et puis aussi, c'est incroyable qu'on ne rappelle jamais que la fréquence des cancers en Polynésie est inférieure à ce qu'elle est, par exemple en métropole et ailleurs dans le monde. Enfin, pour moi, c'est quand même la base. Et je pense que ça serait important de le faire justement pour que les gens sur place arrêtent de vivre dans la peur. Parce qu'à force d'expliquer aux gens, il y a plein de gens autour de vous qui ont des cancers radio-induits, ça les conduit à vivre dans la peur, peut-être à refuser de manger certains aliments, choses comme ça, alors qu'ils ne devraient pas, il n'y a aucune raison d'avoir une inquiétude, déjà à l'époque, et puis bien évidemment, surtout aujourd'hui, quoi. Même parfaitement justifié, ce genre de choses ne fait que pérenniser la peur. C'est le grand problème de ce genre de choses. Bien sûr, surtout lorsqu'elles sont dites de... Il y a une Francine qui dit bien la même chose. L'indemnisation mal fondée est un exemple de droit mou. Et je crois que c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on n'oppose pas une rigueur scientifique à des croyances et on ne fait que les pérenniser, en fait, me semble-t-il. C'est pas le sujet de ce soir, mais on pourra y revenir un jour, tiens, sur un sujet de ce genre. C'est intéressant. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager autour de vous et à vous abonner sur notre chaîne YouTube pour recevoir les prochaines. Nous vous rappelons également que vous pouvez retrouver le dernier numéro de la revue de l'AFIS Sciences et Pseudosciences en kiosque et sur notre boutique en ligne, ainsi qu'accéder gratuitement à tous les anciens numéros sur notre site internet afis.org et sur notre application smartphone AFIS Sciences. De plus, si vous souhaitez soutenir notre association, vous pouvez également adhérer via notamment notre site internet. Encore merci, à bientôt.